C'est le Zoom de ce Smart Impact. On parle de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises en France avec Céline Studer. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice des opérations du groupe Kerus. C'est quoi Kerus? Racontez-moi. Kerus, c'est un acteur français du conseil et de l'intégration, spécialisé en data et en intelligence artificielle. Concrètement, d'ailleurs, on fête nos 30 ans cette année. Bon anniversaire. Merci. Concrètement, on accompagne un peu plus de 400 entreprises et acteurs du service public dans l'amélioration de leur performance, mieux comprendre leurs données, mieux les exploiter, prendre de meilleures décisions et donc travailler notre compétitivité. Le secteur, on est dans le secteur de la tech évidemment, où il se situe dans la féminisation des emplois en général. On va commencer par là, et puis après on parlera des instances dirigeantes. Alors, ce sont des métiers peu féminisés ou ça progresse quand même? Alors, ça progresse. Ça reste quand même un enjeu majeur de performance dans le secteur du numérique qui est aussi bouleversé par l'intelligence artificielle. Sur le métier en tant que tel, on a un peu moins de 30%, 29% de femmes dans les métiers du numérique en France. Si on zoome sur les cadres dirigeants, on est plutôt aux alentours de 20%. Et surtout, ce chiffre-là stagne quand même depuis plusieurs années. Donc, il y a un vrai enjeu de passer de l'intention à l'action. Oui. C'est lié aussi au manque de candidates ou c'est lié au manque de proactivité des entreprises du secteur? Alors, ma réponse va être un peu double. On a évidemment un enjeu à l'entrée. C'est-à-dire, on voit bien qu'on a beaucoup moins d'ingénieurs féminines que masculins. Donc, il faut qu'on incite les jeunes femmes à aller travailler, et ça, c'est vraiment au démarrage, à aller suivre des parcours scolaires et universitaires dans les métiers du numérique et de l'ingénierie. Et ensuite, on a aussi, je crois, un enjeu et un rôle à jouer sur le plan de développement de nos compétences. Les femmes sont là. Comment on les accompagne? Comment on les forme, comment on casse les codes, comment on leur donne des rôles modèles pour leur expliquer que c'est possible, et on casse un peu l'autocensure féminine. Alors, il y a cette loi, la loi portée par la députée Marie-Pierre Rixain sur l'égalité femmes-hommes dans les instances dirigeantes qui énonce ses objectifs. On va les regarder. Pour les entreprises de plus de 1000 salariés, la loi impose 30% de femmes cadres dirigeantes en 2027, c'est demain, c'est dès l'année prochaine, et 40% en 2030. On parle de quoi? On parle des comités de direction, des comités exécutifs On parle effectivement des instances de décision, donc et les comités exécutifs et les comités de direction. Donc c'est très opérationnel en réalité. On en est assez loin aujourd'hui de ces 30% où on commence à se rapprocher des objectifs? Alors on s'en approche. Les derniers chiffres de l'INSEE, puisque l'INSEE suit évidemment ces indicateurs de pourcentage de femmes cadres dirigeantes. La bonne nouvelle, c'est qu'entre 2017 et 2022, le taux a progressé de 7 points. On est en 2022 à 29%. Donc ici, on peut penser qu'effectivement, on a plutôt progressé. Oui. Bon, effectivement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La loi, elle prévoit des sanctions. Est-ce que ça vous semble important qu'il y ait un bâton dans l'histoire? Est-ce que ça ne peut pas marcher sans bâton? Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, je crois que la réglementation, elle nous permet de prendre conscience. Et elle nous permet de passer de l'intention à l'action. On est tous d'accord pour dire que la richesse mondiale, c'est ne pas se priver de 50% des talents. Oui, ça semble être une évidence, mais bon, ok. Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en place concrètement au niveau de nos axes managériaux et à tous les étages pour en faire une réalité? Ouais. Alors, vous avez signé une tribune sur le site de Forbes France qui s'adresse aux hommes dirigeants. Pourquoi? Parce que les hommes sont majoritaires dans les comités de direction et les instances de décision. C'est une réalité, c'est ni une stigmatisation ni un reproche, c'est un constat. Et ils ont le pouvoir de faire changer les choses. Ils ont le pouvoir de prendre de nouvelles orientations, de prendre de nouvelles actions. Donc il faut les mobiliser. On est aujourd'hui, et alors dans le métier de la tech que je connais particulièrement, les grandes entreprises créent des groupes Women in Tech où on se réunit parce qu'il y a une prise de conscience. Oui, il y a une volonté, une prise de conscience. Mais ce ne sont que des femmes. Qui fait bouger les choses aujourd'hui? Quand on dit qu'aujourd'hui, Numéum, qui est l'organisation qui représente les entreprises du numérique, dit qu'on a 20% de femmes dirigeantes aujourd'hui, ça veut dire qu'on a 80% d'hommes. Si les hommes ne sont pas là dans ces communautés, qu'est-ce qui va faire bouger les choses? Et alors, quelle réaction à une tribune comme celle-là?
Est-ce que, j'imagine que vous portiez ces arguments aussi depuis quelques mois ou quelques années, donc ils sont gênés, les patrons des entreprises de la tech ou d'autres entreprises, quand vous les placez face à cette responsabilité-là? Non, je crois qu'ils sont engagés. Alors, il y a eu un événement organisé par le Numéum IT au féminin et Nova Intech sur le champion de la mixité, cap sur la Loire-Exin, la parité au sommet il y a quelques mois. De grands dirigeants, dont le fondateur de Kairos d'ailleurs, étaient là pour partager leurs convictions. C'était des hommes. Et ils en ont tous, je pense, bien conscience. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une gêne. Je crois qu'il y a besoin maintenant de passer à l'action intentionnelle et de mettre en place des actions concrètes. Quels sont les bons arguments pour convaincre? C'est un enjeu de performance, on peut dire ça? Oui, exactement. C'est un enjeu de performance et c'est bien ça le sujet. On prend l'exemple d'une entreprise comme Berger-Levrault, entreprise française qui a plus de 500 ans, qui est aujourd'hui éditeur de logiciels. Ils étaient là au champion de la mixité. En 2022, zéro femme dans les COMEX, dans le COMEX de Berger-Levrault, et 6% dans les instances dirigeantes. 2025, 30% de femmes dans le COMEX et 48% dans les instances dirigeantes. Leur performance, fois 25% de croissance, et ils ont quasiment doublé l'EBITDA, donc leur rentabilité. On en fait le lien qu'on veut, mais c'est en parallèle de la féminisation de la gouvernance. C'est un vrai enjeu de performance. Mais ça, c'est prouvé, parce qu'il y a eu un certain nombre d'études qui ont été publiées là-dessus, le lien entre féminisation et performance des entreprises. Parce que là, vous donnez un exemple qui est effectivement frappant, mais est-ce que c'est généralement prouvé? La mixité, c'est avant tout pouvoir bénéficier de l'ensemble des prismes de vue, l'ensemble des sensibilités. Quand on a une décision à prendre, si on prend la décision avec le même prisme de vue, on va avoir les mêmes résultats. C'est la mixité, j'allais dire, c'est même le sujet de diversité. On peut aller encore plus loin. Donc, les femmes, c'est pas tant le sujet, c'est comment on s'assure qu'on a dans les comités de décision aujourd'hui et de direction en France une bonne connaissance des enjeux globaux qu'on a en France. Ouais. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux ou celles d'ailleurs qui disent plutôt que la mixité, choisissons la compétence? Parce qu'on l'entend souvent cet argument. Ouais, j'adore. Ça veut dire qu'on part du principe... Je sens l'agacement qui grimpe, c'est normal. Non, mais c'est super, et puis c'est un sujet qui est évidemment passionnant, mais ça veut dire qu'on part du principe que les femmes sont moins compétentes que les hommes. C'est gênant, non? Aujourd'hui, il y a autant d'hommes que femmes sur cette terre, et donc on dit que le sujet de la mixité impose évidemment un sujet de performance. Bah oui, bien sûr, mais il y a tout autant de femmes, a priori, compétentes que d'hommes. Donc il y a cette question des leviers activés pour convaincre les patrons récalcitrants. On a vu que le plus efficace, à mon avis, c'est effectivement celui de l'efficacité. Et pourtant, si on regarde par exemple les sociétés du CAC 40 aujourd'hui, il y a... Je cherche dans la liste des patrons, justement, c'est des patrons. Il n'y a quasiment aucune femme. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, ça change. Oui, ça bouge. On a vu arriver... Ça bouge, mais c'est lent. Oui, c'est lent. Et c'est aussi pour ça que cette loi, pour moi, elle est importante, parce qu'elle permet une prise de conscience. De se dire, on doit absolument retravailler nos modèles de réussite. En fait, à la fin, c'est ça. C'est comment on part du principe qu'une personne réussit, comment on la fait progresser. C'est quoi l'histoire? C'est une histoire de cooptation masculine, de frilosité des actionnaires, si on reste sur cette thématique des grandes entreprises, des boîtes du CAC 40? Non, je crois que, encore une fois, c'est 80% des hommes dans les instances de décision, donc ils progressent naturellement aussi dans les grands groupes, et ils progressent naturellement à des postes de management. La question, on doit la traiter en bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi former au sein de ces entreprises? Alors, on peut parler de la tech, tiens, par exemple. Il faut former des jeunes femmes qui vont pouvoir devenir dirigeantes, ça ne s'improvise pas forcément? Non, et puis alors vous savez, au sein de Kairos, j'ai échangé avec plusieurs collaboratrices, plusieurs groupes de collaboratrices, et en fait, on se rend compte que certaines s'autocensurent, se créent des plafonds de verre. On a donc mis en place, et je crois que c'est notre rôle en fait, de lever les freins, qui leur permettent de prendre leur place. Et c'est une réalité, il faut en avoir conscience. On a mis en place une formation leadership au féminin, et 10 talents qui en ont bénéficié là récemment en France, et qui leur permet de pouvoir évoluer, d'avoir les axes, d'avoir les codes aussi pour évoluer dans l'entreprise. Cette autocensure, elle diminue quand même? Ou vous avez l'impression comme s'il y a des siècles, des millénaires de patriarcat derrière nous, c'est très difficile de la combattre? En tout cas, elle existe. Ouais. Quand j'ai échangé avec 10 collaboratrices, on était donc 11 avec moi autour de la table, toutes managées par un homme. Donc l'autocensure, elle se crée aussi dans mon échange avec mon manager. Bien sûr. Et quand mon prisme de vue avec mon manager, il est exclusivement masculin, eh bien, ma posture, elle est plus compliquée. Ouais. Je veux bien qu'on discute aussi de la marque employeur.
et de l'impact finalement du manque de féminisation, notamment des instances dirigeantes, sur la marque employeur. Est-ce que vous le ressentez, ça ? C'est un sujet de crédibilité de nos enjeux RSE aussi. Évidemment qu'on le ressent. Il nous faut porter aussi la voix. On parle beaucoup de RSE aujourd'hui. On a beaucoup d'engagements, l'index égalité hommes-femmes, etc. Et donc, comment, finalement, on fait en sorte de se donner les leviers de performance pour atteindre cette crédibilité sur le marché. On parlait des rares femmes dirigeantes de groupes du CAC 40. Il faut des rôles modèles, parce que ça peut être lié à la question de l'autocensure, la présence de rôles modèles. C'est essentiel. En fait, il y a 4 actions. Le recrutement, la promotion, les rôles modèles et les ambassadeurs hommes. Et donc, les rôles modèles, c'est aussi se donner la perspective que c'est possible. Et en ça, je crois que le monde change beaucoup. Il y a aujourd'hui beaucoup d'associations, beaucoup de groupes, d'organisations qui se créent, des femmes du groupe, de certains groupes du CAC 40, qui aussi prennent la parole. Et en ça, je crois que c'est un vrai changement. Et alors, nous, on essaye à notre petit niveau médiatique de donner le plus de place possible à des femmes et à des femmes dirigeantes. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a aussi une forme d'autocensure sur la prise de parole. Je voudrais, vous poser une dernière question sur la loi sur la transparence salariale. Alors évidemment, le différentiel, il est toujours là. Il s'est réduit, mais il est toujours là. Il est parfaitement choquant. Est-ce que cette loi sur la transparence salariale, ça vous semble une bonne idée ? C'est une boîte de Pandore qu'on va ouvrir dans les entreprises ? Comment vous la recevez ? Si on regarde le Numéum, les chiffres qu'ils donnent, c'est qu'il y a 9% de différence salariale entre hommes et femmes en 2024, et à poste égal, 4%. Alors ça peut paraître peu, mais c'est quand même énorme, même si ça se réduit, évidemment. Donc cette loi, elle est encore une fois essentielle, et je crois que la plupart des entreprises n'ont pas attendu cette loi pour mener des actions, et bien heureusement, et elle va permettre d'accélérer ces actions. Elle va permettre aussi aux gens de se comparer. Elle va permettre... C'est quand même, il y a un petit côté, qu'est-ce qu'on est en train de créer là, comme... Je ne sais pas si ce sera positif ou négatif, mais en tout cas comme interaction entre les salariés dans les entreprises, quoi. Je crois qu'il y a besoin d'une prise de conscience. Maintenant, l'entreprise, elle a aussi un rôle dans ce sujet-là, à expliquer, donner du sens. Parce qu'effectivement, si on fait juste cocher des cases, là, on fait une erreur majeure et on va dans un mur tous ensemble. Merci beaucoup, Céline Studer. À bientôt sur Be-Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec Corinne Wilcom, la directrice développement durable du groupe Valorex. Ça tombe bien, elle est membre du COMEX.